déclencher la colère des étudiants. Il n'y a pas un endroit, je crois, dans la vie de Las Vegas qu'elle ne connaît comme sa poche. Elle y a vraiment vécu des choses en tant qu'artiste, en tant que femme, donc elle est vraiment chez elle. En septembre 2017, Lynn Renault, 89 ans, est à Las Vegas, la même où a débuté sa carrière américaine de meneuse de revue, 54 ans plus tôt. Bonjour. Bonjour. Alors, I climb here. Si l'artiste française a fait le déplacement, c'est pour une occasion bien particulière. Si on lui avait dit qu'un jour, il aurait sa rue, c'est le coup du destin, quoi. Avoir une rue à son nom, dans le carré d'or de Vegas, à côté des rues Dean Martin, Frank Sinatra, Lynn n'en a même pas rêvé. C'est incroyable. Mais faut voir d'où elle part, quoi. C'est un conte de fées. Elle n'a pas connu le Nord facile. Elle n'était pas d'une grande famille, des draps ou des filatures. Non, pas du tout. Elle a connu le Nord des travailleurs. Il faut avoir le soleil en soi. Hein. Je pense que je suis une femme équilibrée, une travailleuse, acharnée, ambitieuse. Je ne suis pas orgueilleuse. Et je pense que l'orgueil, c'est un défaut et l'ambition, c'est nécessaire. C'est une machine de guerre, avec des armes très jolies. Mais pour avancer, oui, c'est une machine de guerre. C'est un bulldozer, elle est extrêmement pragmatique, c'est une femme de réseau, de relais, c'est aussi une femme d'influence. Une carrière, ça se conduit comme une voiture. Il faut la roder, il faut bien passer les vitesses, pas aller trop vite. Il faut savoir donner des tournants, prendre des virages. Justement, dans le virage, c'est là où il faut se rattraper. Et la carrière, c'est ça. Le cri que pousse Lynn, à ce moment-là, il est significatif. C'est « ça y est, c'est vrai ». Là, elle pense tout de suite à Loulou, à sa maman. Elle s'est dit, voilà, vous devez être fiers de moi. Lynn, c'est une histoire de France, c'est la grand-mère des Français, c'est des générations et des générations. Elle a une personnalité qui dépasse sa carrière. Tout le monde connaît Lynn Renault, pour des raisons différentes, mais tout le monde la connaît. Et ça, c'est fou. Qui est véritablement Lynn Renault? Ça n'est pas un personnage fabriqué. Oh, sûrement pas. Si c'est fabriqué, je me suis fabriquée. Moi-même, mais ça a pris du temps. L'une des premières choses que vous remarquez quand vous rencontrez Lynn Renault, c'est ce regard bleu, à la fois doux et perçant, comme s'il vous illuminait et comme s'il lisait en vous. C'est peut-être l'une des premières clés de cette incroyable histoire. Cette douceur, cette lumière, mais aussi cette volonté perceptible et ce besoin de savoir à qui elle a affaire. Car sur ce chemin qui l'a conduit aujourd'hui au rang d'icône nationale, elle les a tous croisés. Les gentils, les méchants, les vendeurs de rêves, les courtisans. Et il a fallu souvent choisir, rebondir, bousculer les évidences. Tout cela sans jamais oublier une chose essentielle, son socle, ses origines. À Las Vegas, sur cette avenue qui porte son nom lors d'une remise de médaille à l'Élysée en compagnie de ses présidents qui ont tous été séduits, Lynn Renault reste toujours cette petite fille du Nord issue d'un milieu populaire. En tutoyant les plus grands, elle n'a jamais trahi ses souvenirs du café familial de Pont-de-Nièvre, près d'Armentières, où tout a commencé. À plus de 90 ans, Lynn a toujours besoin de projets, d'avancer. Elle veut travailler, être sur scène et aussi poursuivre ce combat qu'elle incarne contre le sida.
Avant de la retrouver tout à l'heure pour quelques confidences, ouvrons le premier chapitre ce soir qui nous plonge dans cette France de l'après-guerre, cette France qui va se trouver une nouvelle petite étoile. Depuis un peu plus d'un an, la jeune chanteuse de 19 ans partage la vie d'un compositeur très connu. Son nom, Louis Gasté. Ça match très bien tous les deux, quoi. Une rencontre pleine. C'est rond. C'est rond. Il y a tout. Il y a l'amour, il y a l'artistique, il y a la compréhension. Lui, il en sait un peu plus qu'elle, il va lui apprendre des choses. C'est quand même Loulou qui la façonne, qui la fait pousser, qui la fait grandir. Le bureau de Loulou dans son appartement est chasse gardée, c'est un tabernacle. On ne rentre pas dans le bureau, on ne touche pas aux affaires de Loulou. Line qui adorait faire le ménage, que tout soit propre, tout utile dans la maison. En rangeant la pièce, Line Renaud découvre une feuille volante sur laquelle sont écrites les paroles d'une chanson. Un texte qu'elle place en évidence sur le piano. C'est une colère absolument homérique parce qu'elle a osé toucher à ses affaires, mais finalement, Line lui dit « Mais regarde ce texte, qu'est-ce qu'on peut faire? Regarde comme c'est joli, etc. » Il avait rangé ça dans son fouillis pour plus tard, et il l'avait oublié. Face à l'insistance de Line, le compositeur accepte malgré tout de redonner une chance à ces quelques lignes. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. L'intuition de la chanteuse était la bonne. Ma cabane au Canada rencontre immédiatement le succès à la radio. C'était juste après-guerre. Ils avaient eu tellement de pression et de dureté que les gens voulaient s'éclater. Ça passait tout le temps. Tout le monde chante cette chanson, tout le monde connaît cette chanson. Ah oui, ça a été un tube, hein. Ah oui. Qui ne se souvient pas de Ma cabane au Canada, hein? Ce titre s'écoule à 1 300 000 exemplaires, un premier succès que Loulou Gasté souhaite encore plus grand. On connaissait sa voix, mais on ne connaissait pas son visage. Ce qu'il veut, c'est qu'elle soit connue dans le coin le plus reculé de France. Il voulait en faire une star, en faire une grande vedette. Et donc, il a cette idée absolument incroyable de dire on va faire le Tour de France. Le Tour de France cycliste. Il a l'idée de faire découper le châssis d'une automobile, de construire dessus une cabane, qui est censée être la cabane, cette fameuse cabane au Canada. C'est dans cette voiture, bricolée, que Line Renaud et son manager vont parcourir les 5000 km du Tour de France. Au cours de la 18e étape, les rescapés du Tour de France traversent la Sarre au milieu d'une foule énorme. Guy Lapébie mène le peloton au passage de Sarrebruck devant M. Grandvard. Et quand il traverse un village, Line s'installe là et salue la foule. Elle est passée sur le bout de la rue. Elle était debout dans la voiture. Tout le monde sur la route la voyait. Elle faisait un signe à ceux qui regardaient passer le Tour de France. Et le soir, elle chante. Elle chante devant des milliers de personnes. Et tout ça pendant les 21 étapes du Tour. Et voici le peloton, la foule, les cris, l'enthousiasme, les coureurs, le maillot jaune. Pour l'étape la plus médiatisée, c'est-à-dire l'arrivée à Paris, son producteur atteint l'objectif qu'il s'était fixé. Gino Bartali a gagné le Tour de France pour la 2e fois. Et Line Renaud lui offre fleurs et maillot jaune. Grâce à cette image reprise dans les actualités cinématographiques, Line Renaud n'est plus seulement une voix. Des millions de Français peuvent désormais mettre un visage sur ce nom. C'est vraiment une vision géniale de la promotion d'un spectacle. Line et Loulou, c'est une machine, quoi. C'est-à-dire qu'on ne perd jamais son temps. Et la machine ne va pas s'arrêter là. Les années qui suivent assoient sa popularité et construisent un lien fort avec le public. L'homme le plus fier de cette ascension, c'est son père, Edmond. Il parlait tout le temps de sa fille. Ma fille a ceci, ma fille cela. Il avait certainement l'occasion, dans son café, avec les clients, de parler de sa fille. Il a dû rabâcher les oreilles des clients. Il y avait toute une place réservée à Line. Toutes les photos, les grandes photos. On sentait qu'il y avait un profond amour pour Line, quoi. Ça se voyait.
Lors d'un passage dans le Nord, sa région d'origine, Lynn Renaud propose à son père de passer quelques jours de vacances chez elle l'été suivant. Elle va le chercher à la gare, elle est dans une voiture décapotable qui est superbe. Pas dans un souci de l'épater, de l'éclabousser par son succès, mais de lui montrer que ça marchait pour elle, parce qu'elle pense que ça va lui faire plaisir. Son père découvre la Jonchère, une vaste propriété qui domine Paris, sur les hauteurs de Rueil-Malmaison. Tout est réuni pour que ces retrouvailles soient réussies, et pourtant, l'ambiance n'est pas détendue. Le père est comme ahuri. Il a le sentiment que c'est pas son monde, c'est pas sa vie. Il revoyait encore sa petite fille toute simple, mais il la voyait pas comme ça, une vedette. Hein. Alors qu'elle s'apprête à lui montrer la chambre qu'elle a fait préparer pour lui, son père demande d'être raccompagné à la gare. Sur le moment, il n'y a pas eu d'esclandre, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu rien de mots désagréables d'échanger, pas du tout. Lynn encaisse ça comme une douleur. Sa valise était restée dans le coffre de la Chrysler. Je repris le volant et le raccompagnai gare du Nord, sans qu'il ait même consenti à partager avec nous notre déjeuner. Nous sommes restés silencieux durant tout le trajet. À mon chagrin se mêlait un sentiment de honte que je ne parvenais pas à m'expliquer. Qu'avais-je fait de mal? Où m'étais-je trompé? Il y a certainement eu beaucoup d'émotions, certainement, telles que je peux connaître mon oncle. Et peut-être que c'était trop pour lui, quoi. Il n'a pas supporté, quoi. Tonton, c'est ça qui a été suffoqué. C'était vraiment un trop grand changement pour lui, quoi. Cet homme qui est un homme profondément simple est dépassé par le succès, alors qu'il a toujours rêvé de ce succès. Mais ça, c'était le rêve. La réalité, c'était simplement qu'il n'avait plus la même vie. Pour Lynn Renaud, ce n'est pas la première séparation douloureuse avec son père. La première date de son enfance. Elle s'appelait Jacqueline Hante et elle n'avait que 12 ans. En août 1940, elle vit à Pont-de-Nieppe, une petite commune près d'Armentières. En ces temps de guerre, son père est soldat sur le front nord. Et la jeune fille s'inquiète pour lui dans cette lettre qu'elle adresse à l'une de ses amies. Cher Lulu, nous avons parti pour les bombardements jusque Berck-Plage. J'ai pleuré tout du long de la route. Je n'ai aucune nouvelle de mon père. Je ne sais pas s'il est prisonnier ou en France. Avant que son papa soit parti à la guerre comme le mien, bon, elle s'asseyait sur ses genoux, elle l'embrassait, elle riait avec toutes les bêtises que son papa il pouvait faire, parce que son papa, il aimait bien de faire des farces et tout ça. Et moi, toujours aimé se déguiser pour faire rire, quoi. Il était aimé de tout le monde. Toujours gai, toujours serviable, comme je disais, et puis toujours prêt à rendre service, toujours dans l'amitié. Edmond est un musicien, un très bon musicien, et chef de l'enfanfare de Nieppe. Jacqueline, bon, avait la musicienne. Il y avait ça certainement aussi entre eux, l'histoire de la musique. Dans le café Renard, le bistrot familial, elle est élevée par sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère. C'est des femmes qui ont vécu à la dure, comme on ne peut même pas en avoir idée aujourd'hui. Et Lynn, quand elle était petite aussi. Elle parle beaucoup de ces femmes qui l'ont entourée. Et j'ai l'impression comme d'une pompe à amour, mais alors, on lui en met une pompe là, une pompe là, une pompe là. On lui en met partout de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et je crois que ça préserve de beaucoup de choses. Devant elle, Simone, sa mère, ne laisse rien paraître de son angoisse. Mais les semaines sans nouvelles de son mari la font sombrer. Pour la sortir de cette dépression, la grand-mère de Lynn, donc, dit à sa fille, « Écoute, arrête avec cet homme !» Elle dit, mais tu ne dois pas t'en faire comme ça, de toute façon te tromper. Que son mari avait une soi-disant maîtresse. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant, sauf la mère. Et Lynn ne le sait pas, bien sûr.
Lynn raconte qu'elle rentre de l'école et qu'elle entend de l'autre bout du village sa mère hurler de douleur. Savoir que sa mère se savait tromper, enfin tout ça, ça l'a beaucoup peiné et plus que ça. Passé le choc de l'annonce, sa mère finit par se reconstruire. Et quand elle reçoit enfin des lettres de son mari, prisonnier en Allemagne, elle les brûle systématiquement. Elle a écrit à son mari qu'elle lui assurerait toujours ses colis tant qu'il serait prisonnier, mais qu'après c'était fini. Alors quand il est revenu d'être prisonnier, disons, elle n'a pas voulu le reprendre. Il dit à sa femme, oublions tout. Et elle lui dit non, jamais. Jamais. Et il avait non seulement une maîtresse, mais plus tard, on a appris qu'il avait un fils. Donc il y avait de sérieux motifs de se séparer de lui. Après 5 années de séparation imposée par la guerre, Jacqueline ne conçoit pas l'idée de voir son père s'éloigner. J'ai assisté à leur séparation. Alors, tout le monde pleurait, mon père pleurait. Je priais ma mère, je suppliais ma mère pour qu'elle ne quitte pas mon père. Qu'elle pardonne à mon père. Ça n'a pas marché. Est-ce qu'elle pensait peut-être que ses parents pouvaient se remettre ensemble? Peut-être bien, certainement. Et sa mère n'est jamais retournée avec son père. Simone se met en ménage avec un autre homme que Jacqueline ne supporte pas. Ces disputes permanentes avec son beau-père vont accélérer son départ. La jeune fille de 17 ans à peine, qui s'est fait une réputation locale en chantant sur Radio Lille et dans les brasseries, part à Paris. Pour tenter de faire carrière, elle souhaite rencontrer son idole. Elle chantait toujours Sainte-Madeleine de Loulou Gastet. On ne le connaissait pas. Elle connaissait que ses chansons. Il fait des tubes de l'époque. C'est l'auteur à la mode. Comme elle a envie de réussir, qu'elle aime ses mélodies, c'est la personne qu'il faut qu'elle rencontre. Elle repère une chanson de Loulou Gastet, elle voit que c'est édité par les éditions Micro, rue de Washington, elle voit le numéro de téléphone. Elle a le culot, elle est portée par quelque chose de plus fort qu'elle. Je veux rencontrer Loulou, j'appelle Loulou. Voilà, c'est simple. Elle s'y cogne, elle affronte, elle y va. Certainement avec un nœud dans le ventre. Mais ça, il y a quelqu'un qui le sait quand elle a un nœud dans le ventre. C'est insoupçonnable. Elle était audacieuse, elle se faisait connaître, elle insistait. On ne dira jamais de Lynn, des dents qui arrivent le plancher, etc. Elle n'avance pas comme ça. Mais elle a quand même des bonnes dents. L'espoir est bien là, lorsqu'à l'autre bout du fil, elle reconnaît la voix du compositeur. Un espoir vite balayé. Loulou lui raccroche au nez, c'est-à-dire le plus courtoisement possible, mais en même temps d'une façon suffisamment nette pour que la personne n'ait pas envie de vous rappeler. Cette première tentative ratée connaît un rebondissement quelques jours plus tard. Grâce au coup de pouce d'une amie, Louis Gastet vient l'écouter dans un cabaret parisien. La chanteuse du Nord fait le récit de cette bonne nouvelle dans une lettre à sa mère. Ma petite mère, Louis Gastet m'a dit de passer à sa maison d'édition et qu'il me ferait travailler. Il compte environ 18 mois avant d'arriver et 2 ans à 2 ans et demi avant d'être vedette. Seulement, il demande de tenir leur plan au secret, parce qu'il y en a d'autres qui pourraient s'en servir. Il faut que les gens disent « Elle est sortie toute seule ». Voilà ce qu'ils m'ont dit. Louis Gastet choisit pour elle un nom de scène. Jacqueline devient Lynn, et Renard, le nom de jeune fille de sa mère, est transformé en Renaud, première étape d'une longue métamorphose.
Loulou trouve qu'elle a des dents de lapin. Alors il lui fait limer les dents. Il trouve qu'elle a une démarche qui n'est pas agréable, donc il la fait marcher pendant des heures. Il va remodeler sa silhouette, il va remodeler sa façon de s'exprimer, sa façon de chanter. Il va lui apprendre vraiment quelque chose de très important qui va lui être utile toute sa vie, c'est le swing. Il lui dit, le public n'a pas à savoir que tu es malade. Ça ne le regarde pas, ça ne l'intéresse pas, ça ternit ton image. Un échec, il n'y a que toi qui saches que c'est un échec. Le public ne le sait pas forcément. Donc, si tu as un échec, n'en parle pas, enchaîne. Il se dit qu'il faut un répertoire qui ne soit pas un répertoire dramatique. Elle ne peut pas chanter les heures sombres de l'existence. Elle respire le bonheur, c'est une chanteuse du bonheur. Au bout de 9 mois, sa carrière n'a toujours pas décollé. Pour l'aider, Louis Gastet lui a proposé de l'héberger dans son appartement. Secrètement, Lynn Renaud rêve d'un lien plus fort avec son Pygmalion. Elle avait décidé que cet homme serait le sien et elle a déployé toute l'artillerie de son charme pour le séduire, évidemment. Elle ne voulait pas rester à la maison et donner le sentiment qu'elle allait dans sa chambre, qu'elle était toute seule. Pour faire croire qu'elle est courtisée, elle sort tous les soirs, seule. Et avant de rentrer, elle commande un verre de rhum pour mieux simuler l'ivresse. Elle est maline, elle est très maline. Elle a un cerveau qui fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lynn, quand elle veut, elle se donne tous les moyens. C'est toujours propre, il n'y a pas de coups bas. Elle avait un autre stratagème, qui lui coûtait cher d'ailleurs, parce qu'elle se faisait envoyer des fleurs, avec une petite carte qu'elle rédigeait elle-même. Les stratagèmes ont donc fonctionné. Lynn Renaud a réussi à séduire celui qui gère toute sa carrière, les chansons, les musiques, l'exposition médiatique et l'image. Il lui fera la surprise de l'épouser à la mairie du 17e arrondissement de Paris le 18 décembre 1950. Grâce à leurs efforts conjugués, la jeune femme va être propulsée au sommet de la chanson et devenir une vedette internationale. Elle collectionne les prix et les records de vente. En bref, Lynn Renaud truste tout et cela finit par susciter quelques jalousies. Ce matin de l'hiver 1954, Lynn Renaud et son manager pensent évoquer les projets à venir avec le directeur de leur maison de disques. L'échange prend très vite une toute autre tournure. Le patron de Pathé Marconi leur dit « Édith Piaf a monté contre vous tous les artistes de la maison et si Lynn continue d'enregistrer, eh bien les artistes vont partir de la maison. » Piaf était une chanteuse extraordinaire, absolument fabuleuse, mais je ne crois pas qu'elle était très tendre avec ses rivales. Lynn est arrivée avec ses yeux bleus, son côté pimpante comme ça, jolie, sexy. Édith Piaf n'a jamais été belle. Je pense que ça devait faire partie de sa jalousie. Le succès et les bonnes ventes de ses disques n'y font rien. Lynn Renaud se voit interdire de chanter sur scène pendant 1 an. J'étais comme anesthésiée, incapable de réagir. Nous ressortîmes du bureau de Pierre Yegel anéanti. Qui aurait pu prévoir pareil cataclysme? Contre l'insistance de Piaf, il n'y avait pas tellement d'autres arguments que de dire « laisse l'orage passer ». 1 année sans se produire, c'est le risque de se faire oublier et de signer la fin de sa carrière. Alors comment faire pour contourner cet interdit? La chance va venir du cinéma. La chanteuse se voit proposer d'incarner une serveuse de café qui divertit les soldats de la Première Guerre mondiale. Un rôle chantant qui fait écho à sa propre histoire. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon et chacun lui raconte une histoire à sa façon. Au Ponyep, déjà, toute la famille se réunissait, donc automatiquement, Lynn, elle montait sur une table pour chanter. On ne devait même pas la prier, elle montait d'elle-même. Elle n'était pas timide pour dessous, pas du tout. Quand Madelon vient vous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon. Elle rit, ma gueule c'est vert. Madelon, Madelon, Madelon.
Dès sa sortie, la Madelon est plébiscitée par le public. La cabale menée par Édith Piaf n'a pas entamé la popularité de Lynn Renaud. La joie de ce succès est toutefois anéantie par un drame. 3 jours plus tard, son père trouve la mort accidentellement à l'âge de 49 ans. Il aurait été, après son travail au cinéma, pour aller revoir la Madelon qui passait au Rex à Armentières. En revenant de là, il se dirigeait vers le pont de Nieppe, en mobilette. Il y avait un camion qui était mal garé et il rentrait dans le camion à l'arrière avec sa moto, quoi. Donc là, il est mort, sur le coup. Bien sûr, elle est venue tout de suite, tout ça. Très affectée, hein. Parce qu'elle tenait quand même toujours à son père. Hein. Elle l'aimait beaucoup, son père. Le jour de ses obsèques, Lynn Renaud cache sa tristesse sous un voile sombre. Au chagrin de la disparition s'ajoute le regret définitif de ne pas avoir pu rétablir le dialogue avec lui. Le métier reprend très vite ses droits. Elle retrouve la vie de tournée avec son mari à ses côtés, les salles qui l'acclament. Il y a également quelques rares escapades pour souffler. Comme ici, sur la grande plage de Biarritz. C'est au cours de ces brèves parenthèses qu'elle réfléchit à sa carrière et aux évolutions du paysage musical. Il y a un renouvellement de génération. Il y avait Brassens, il y avait Béard, Aznavour qui démarrait. Gilbert Bécaud qui enflamme l'Olympia, les gens jettent les sièges de l'Olympia. Enfin, c'est la première rockstar, Gilbert Bécaud. Lynn, elle est instinctive. Et du coup, elle devine l'emmerdement avant qu'il lui tombe dessus. Son nouveau terrain d'expression pourrait être le music-hall. Le Casino de Paris lui a fait une proposition de monter une revue. La revue, c'était un peu quand même poussiéreux. C'était des décors tape à l'œil, avec beaucoup de femmes qui passaient, les nus. Des robes aux paillettes élimées, des boas déplumés, des musiques ringardissimes. Le couple parviendra-t-il à moderniser ce genre en perte de vitesse en France? Il accepte en tout cas de relever le défi. À une semaine de la première, en décembre 1959, une équipe de télévision filme les dernières répétitions. Je faisais quand même quelques inquiétudes. Et je me souviens, moi, avoir été à la voir. Moi qui la connaissais bien, son visage, je dis, elle est trop crispée, tendue, on le voyait à son visage. C'est une partition. S'il y a un truc qui coince, ça fout tout en l'air. Danser, chanter, se changer à toute vitesse dans les coulisses, être responsable en moyenne de 80 à 100 personnes sur la scène, il faut avoir des tripes. Alors, qu'est-ce que ça vous fait comme impression d'être devenue meneuse d'or? D'abord, j'ai le trac, ça je l'avoue franchement. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Plus peur, le soir de la première, bien sûr. J'y pense, mais franchement, je crois avoir bien travaillé. Maintenant, c'est le public qui jugera. Qu'est-ce qui nous fait danser? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? C'est l'amour. Oh, Mademoiselle Renaud. What do you want to know? What's exciting you so? What's exciting me so? Oh, hee-dee-hee-dee-ho. Ah, c'est l'amour. L'amour, c'est très joli. Oh, boys, you're telling me. It's oh la la, oui, oui. What do you mean, oui, oui? All the charm of Paris. C'était un renouveau dans le style des revues de l'époque. Il y avait des tableaux,
seulement visuel, avec énormément de monde sur la scène. Loulou va créer des mélodies dynamiques, swing, dont il a le secret. C'était un petit peu le style jazzy. C'était les restants de l'arrivée de la musique américaine. Et ça plaisait. Les gens du music hall sont des athlètes. Pas seulement des athlètes du muscle, des athlètes aussi de l'émotion. Parce qu'il faut que tout de suite sur scène, ils donnent. Il faut avoir un aura au spectacle. Elle avait une manière de vous absorber, comme s'il essayait de te connaître, toi. En meneuse de revue, Lynn Renaud séduit la critique et le public. Les mois qui suivent, le Casino de Paris ne désemplit pas. Lynn, elle a trouvé un chemin de traverse. Un chemin où finalement, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de concurrence, elle sera toute seule. J'ai 14 changements, je crois, dans ma soirée, 13 changements de coiffure. Et dans ma soirée, entre les marches de ma loge, les marches pour rejoindre un autre escalier de côté, dans ma soirée, je monte et descends à peu près 358 marches. Elle avait ça dans le sang. C'était la patronne, elle gérait tout. C'est un leader, oui, c'est vrai, c'est un chef. Elle pouvait faire un chef d'État. C'était carrément entré dans les ordres. Hein. Il n'y avait plus de vie. Même pas un jour de repos, rien du tout. Jamais, jamais un jour de repos. Elle est arrivée qu'elle partait même avec de la fièvre, travailler. Loulou Gastet, le compositeur de toutes les musiques, veille au bon déroulement du spectacle, mais il commence à perdre de l'influence sur son épouse. Elle se rebelle parce que le succès lui a donné une assise. Lorsqu'elle discute avec des gens pour du boulot, je trouvais qu'elle prenait plus parti. Elle prenait déjà davantage d'assurance, d'indépendance, quoi. Grâce à cette reconversion dans le music hall, Lynn Renaud résiste à la déferlante yéyé des années 60. Mais à présent que le défi de la revue a été relevé, que faire? Comment évoluer? Quel nouveau terrain défricher? En 1963, alors qu'elle termine sa 4e année au Casino de Paris, une proposition lui est faite par un producteur français exilé aux États-Unis. Son idée, lui confier le rôle titre d'un grand show, où cela, à Las Vegas. En arrivant à Las Vegas, Lynn Renaud affiche un large sourire devant la caméra. En réalité, elle n'est pas du tout enthousiaste à l'idée de vivre ici plusieurs mois. C'est le bout du monde, il faut imaginer, c'est un immense désert. Et quand elle atterrit, elle se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Elle doit mener la revue face à un public différent de ce qu'elle connaît en France, dans des conditions qui ne sont pas simples. Et c'est vrai que les premières semaines vont être douloureuses. Les relations sont tendues entre elle et le chorégraphe de cette revue, pour laquelle un grand hôtel casino a investi 2 millions de dollars. Elle descendait avec cette robe très très lourde, avec une traîne derrière. Et une fois arrivée en bas, elle devait répéter avec lui et il part. Il l'ignorait complètement. Il ne la fait pas travailler. Il répétait avec tout le monde et il ne répétait pas avec elle. Et un jour, elle en avait jusque-là. Et elle lui a dit « Je vais te tuer ». Et elle court après lui, il va dans le casino, elle le suit dans le casino, il va dans les toilettes, il se cache, et elle le suit. Elle l'a pris par le col comme ça, elle l'a secoué. Elle lui arrache sa chemise, enfin elle lui fait un numéro de tigresse, tellement il l'a poussée hors de ses limites, à l'humilier, elle a malmené tout le temps de la préparation du spectacle. Et finalement, les autres sont venus, ils ont dit « ça vaut pas le coup, alors laisse-le ». Et puis après, tout a repris et ça a marché depuis là. Elle est forte, elle fait savoir ce qu'elle pense. Et c'est pour ça, je crois, qu'elle est respectée par tout le monde. Elle ne se laisse pas faire. La revue Casino de Paris est lancée à Las Vegas en décembre 1963. Et le rythme est intense.
Son contrat l'oblige à interpréter le spectacle 2, voire 3 fois par jour, sans relâche. Après le spectacle, tout le monde se trouvait au Sands Hotel. Et c'est là où il y avait Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Et c'est là où tout le monde... la partie commence, quoi. Quand elle est avec tout le monde, elle est bien, mais une fois qu'elle rentre chez elle, elle est toute seule, elle est toute seule. Son mari a partagé les premières semaines avec elle, mais cette présence rassurante n'a pas duré. Loulou Gasté a regagné Paris. C'était pas son truc, j'ai l'impression, en Amérique. Il s'y trouvait pas trop bien, puis il préférait rentrer en France. Il avait son boulot ici, il avait une carrière, alors il était obligé de partir. Là, je pense que c'est la période où elle se retrouve finalement la plus seule. Et Lynn, s'il y a une chose qu'elle déteste le plus au monde, c'est la solitude. C'est pas rien d'être en face de soi. C'est pas un exercice qui l'intéresse du tout. Elle ne trouve rien là-dedans. Elle trouve avec l'autre. Elle avait un merle des Indes qui était dans sa maison pour lui tenir compagnie et elle lui avait appris à chanter la Marseillaise. Lynn est profondément déprimée, très profondément déprimée. Et elle raconte qu'elle va à l'aéroport pour voir partir les avions qui vont à Paris. Tellement elle est dans la nostalgie, ce qui n'est pas du tout dans son caractère. Paris lui manquait, la jonchère lui manquait, Loulou lui manquait, ses chiens, tout lui manquait. Elle était toujours au téléphone avec Paris. Elle allait dans une petite église qui n'était pas loin de l'hôtel. Elle priait pour rentrer à Paris. Elle doit jouer le spectacle tant qu'il y a du succès, c'est ce que consigne le contrat. Le triomphe rallonge la durée du séjour. 1 an plus tard, elle est toujours loin des Français, à qui elle adresse un message. Mon inquiétude va croissante, parce que je me dis les jours, les mois, les années passent, et est-ce que vous ne m'oubliez pas trop? Où êtes-vous si loin de moi? Que pensez-vous de moi si vous y pensez parfois? En tout cas, à vous, à nous et à mon retour. Au revoir. Avec le temps, Lynn Renaud va enrayer la spirale de la dépression, en s'impliquant notamment dans le projet d'un assureur de Baltimore, Nate Jacobson, qui a pour Las Vegas une idée ambitieuse. C'est un homme d'affaires, il est lié, mais tout le monde à Las Vegas est lié à la mafia qui possède des casinos. Il développe le projet de créer son propre casino, un immense casino d'une conception tout à fait nouvelle. C'était comme un rêve, parce que construire un truc immense comme ça, un César Palace, ces trucs, mais on ne pensait pas que ça allait vraiment se faire. Il va lui demander de participer un peu à la conception, par exemple, comment concevoir le plateau de la scène du César Palace, donc des indications un peu artistiques par rapport à la construction d'un spectacle. Et Lynn a joué un très grand rôle dans ce projet parce qu'elle les a aidés à tout choisir, même les tapis, les marbres, tout. Elle aime faire. On retrousse les manches, comme maman, comme sa grand-mère. On est fille d'ouvrière et on fait. Ce qui déclenche aussi l'élan de la Française, c'est la force de séduction de Nate Jacobson. C'est un homme extraordinaire. Il est très malin, quoi. Avec beaucoup de charme et beaucoup de charisme. Et elle a beaucoup admiré ça. Elle a toujours aimé même les gens de pouvoir. Elle est intéressée par cette machinerie, finalement, cette machine du pouvoir. Nate Jacobson, il rentre dans la brèche, c'est-à-dire qu'elle a effectivement besoin d'être aimée et il lui fait le grand jeu. Avec Nat, c'était le grand amour. La passion, la folie, l'amour, tout. Il va la sortir de sa zone de confort et il va l'emmener dans des choses totalement excessives. C'est une overdose de vie, quoi. C'est à 2000%. C'est un amour physique.
Un amour où elle découvre quelque chose, une forme de l'amour qu'elle n'avait pas éprouvé jusqu'à ce moment. Donc c'est extrêmement important pour elle. Loulou était au courant, oui. Il était au courant de ce qui se passait à Las Vegas. D'ailleurs, il lui a posé la question. Tu l'aimes? Elle lui dit, ne me pose pas deux fois la question. Loulou lui redit, tu l'aimes? Elle répond, je l'adore. Et il lui dit, on n'en reparlera plus jamais. Et elle lui répond, on n'en reparlera plus jamais. Ça ne lui a jamais rentré dans la tête de divorcer Loulou. Parce que c'est sa famille, c'est sa vraie famille, et elle n'allait pas quitter ça. Nate Jacobson restera lui aussi marié. Lynn Renault partage sa vie entre deux pays, deux hommes, et l'enthousiasme est revenu. Elle est comme un poisson dans l'eau, ça c'est évident. Elle est vraiment chez elle, mais avec cet accent français à couper au couteau. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont beaucoup aimée aux États-Unis, parce qu'elle portait haut aussi le drapeau français. Il n'y a pas un endroit, je crois, dans la vie de Las Vegas qu'elle ne connaît comme sa poche, où elle ne rencontre tel ou tel commerçant passant dans la rue qui dit « Ah, Lynn !» Elle était vraiment la reine de Vegas. On va même surnommer la maison de Lynn l'ambassade de France. Dans cette maison ouverte à tous, Lynn Renault organise de grandes fêtes presque tous les soirs. C'est un peu des années de vertige, une période d'étourdissement, vraiment une ivresse. Tellement là-bas, à Vegas, on vit avec un verre de whisky et une coupe de champagne à la main du matin jusqu'au soir. C'est toujours too much. Quand on est tout le temps occupé, tout le temps en sortie, on n'a pas le temps de trop réfléchir. Cela fait 5 ans maintenant qu'elle mène cette double vie. À Paris, Loulou finit par s'impatienter. Lui, il dit, il va falloir qu'elle se décide, ça revient ou elle revient pas. Voilà ce qu'il me disait, lui. C'est à elle de voir ce qu'elle veut. Voilà ce que me disait monsieur. Le directeur de Crazy Horse, il venait avec des filles. J'ai l'impression que c'est qu'il les mettait dans les pattes de Loulou. Je savais qu'il y avait quelqu'un, quoi. Il m'avait envoyé cueillir un bouquet de roses une fois pour lui emmener. Mise dans la confidence par la secrétaire, Lynn décide de mettre un terme à sa carrière américaine. Elle rentre en France. Bien sûr, elle était un peu inquiète parce qu'elle ne voulait vraiment pas casser son ménage. Parce qu'elle était trop attachée à Loulou, qu'elle croyait lui devoir trop de choses. Elle avait peur de Loulou. Cette décision du retour à Paris a un prix, celui de mettre entre parenthèses la passion amoureuse qui la lie à Nate Jacobson, l'homme d'affaires américain qui reviendra vers elle régulièrement. Mais Lynn et Loulou vont finir par sortir de leur période qualifiée d'intermédiaire. À la ville et à la scène, le couple mythique s'est reformé. 25 ans après le Tour de France qui avait consacré ma cabane au Canada, ils projettent à nouveau de repartir à la conquête des Français en prenant la route. Avant de partir sur les routes, Lynn Renault est inquiète. Cela fait 15 ans qu'elle ne s'est pas produite en province. Quand vous avez passé des années et des années aux États-Unis et que vous revenez en France, vous êtes voilà, oublié, c'est très difficile. Elle est moins sereine qu'au début que je l'ai connue, c'est sûr. Hein. Nous, on se demandait ce que ça allait devenir, cette tournée. Oui, franchement, on ne savait pas. Au départ, on répète pour faire 2 ou 3 dates. Un orchestre et 4 danseurs accompagnent la vedette qui enchaîne chorégraphie, changement de costume et échange avec le public. Je vous ai reconnu à votre coiffure. Qu'est-ce que c'est doux à caresser. C'est le vôtre, madame. Il est gentil. Vous me le prêtez si vous voulez. Si je veux. Applaudissez-le bien fort, voyons. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Tenez, passez au-dessus du fil. Voilà. Oh, quel beau sourire. Avant, ça se faisait pas. On chantait les chansons
les unes derrière les autres. Tandis que là, on met un petit mot entre chaque. C'est vraiment un truc à l'américaine, c'est-à-dire que les artistes américains, ils passent la rampe. Ils vont vers le public et ils ont le contact avec le public. Pour moi, la clé du problème, ça vient dans ces mots très courts. Je veux que tu m'aimes. Je veux que tu m'aimes. C'est là qu'elle les met dans sa poche. Les gens étaient morts de rire dans la salle. Face à l'accueil que lui réserve le public, les 2 ou 3 dates prévues au départ se transforment en un grand tour de France. À l'époque, il n'y avait rien de tel en tournée en France. Non, il fallait monter à Paris pour voir une revue. Elle déplace énormément de monde dans des stades, des halls d'exposition. Le premier souvenir de Lynn, c'est celui-là, de l'avoir vue en concert à la fête des Nieul, où elle chantait quelques chansons pour les Armentièrois. Si vous voulez, quand on est à Armentières, dans une famille très modeste, qu'on rêve de faire ce métier mais qu'on n'a aucun contact, et qu'on a d'un seul coup l'image d'une artiste de la même petite ville dans le Nord qui a fait une carrière internationale incroyable, on se dit que c'est possible. 2 ans après le lancement de ce spectacle, le journaliste Pierre Bouteiller accompagne Lynn Renaud en tournée. À cette occasion, il ose aborder avec elle des questions plus intimes. Arrêtez de me parler de carrière. Mais c'est mon métier. Ma carrière, c'est mon métier, c'est un pléonasme. Parlez-moi de vous. Mais de moi, mais c'est ma vie. Vous auriez aimé avoir des enfants? Oui. Ça, c'est... Ça, c'est la chose qui me manque. Au moins... Vous n'avez pas cherché à en adopter? J'y pense. Mais il y a un problème là aussi. C'est que je me connais, un enfant, je vais vouloir l'élever. Et... Vous pouvez vous laisser aller. Hein. Je pouvais vouloir l'élever, puis j'ai pu faire mon métier. J'aurais pas bien fait mon métier. Je pense encore une fois que c'était la fatalité. Quand les gens venaient dans sa loge, quand j'ai vu comme elle prenait les enfants, elle adore les enfants. Voilà, ça c'est d'une petite Lynn aussi, voyez. Bouillon. Voilà, bouillon. Elle avait avorté une première fois, très jeune, dans des conditions affreuses. Loulou ne voulait pas d'enfant. Il lui a dit, tu choisis la carrière ou le bébé. Et il l'a obligé à enlever le bébé. Elle n'aurait pas supporté d'avoir des enfants, de les confier à quelqu'un qui les élevait à sa place pendant qu'elle était en train de jouer la comédie, ici ou là, ou à l'autre bout du monde. Ça n'était pas son idée des choses. Et ça n'était pas comme ça qu'elle avait été élevée, elle. C'était son regret à elle. Maintenant, j'y pense. J'en ai après 1, 2. Vous allez le faire, vous pensez? Oui. Plus tard? Ça va venir bien vite. À ce point-là? Ça vous manque vraiment? Oui. Et à votre mari aussi? Oui. Et à votre mère aussi, peut-être? Ah oui, elle me le demande souvent. Ça va changer votre carrière? Oui, mais maintenant, ça n'a pas d'importance. Elle a regretté. Ça, c'est sûr qu'elle a regretté. C'est sans doute la plus grande épreuve de sa vie. Pour ne pas dire le drame, en tout cas la plus grande épreuve de sa vie. Le projet d'adoption est sans doute illusoire. Car à près de 50 ans, Lynn Renaud n'a pas du tout renoncé à son métier. Alors c'est là que ça se passe la plupart du temps. Ah oui, en ce moment, oui. 1 heure de scène, 23 heures de quart, non? Ah non, 2 heures de scène. 2 heures de scène, à peu près 2 heures de coulisses, et puis le reste, ça dépend des étapes. Dans ce bus, on retrouve son unique famille. Son mari et compositeur Louis Gasté, mais aussi Simone, sa mère, qui joue le rôle d'assistante. Tous deux sont les soutiens essentiels d'une carrière qui dure depuis près de 30 ans. Cette longévité a soufflé une idée à un imitateur très populaire. Il s'appelle Thierry Leluron. Eh bien, bonsoir à tous.
et bonsoir à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir à mon retour de Las Vegas. Elle avait commencé tellement tôt qu'on avait l'impression qu'elle était là depuis toujours. Et il la traite comme si elle était une vieillarde tuberculeuse. Je remercie les ouvriers qui m'ont aidé à enfiler ma robe et l'entreprise de maçonnerie qui a créé mon maquillage. Il a vieilli avant l'âge. C'est vrai que tout d'un coup, ça a pipé les dés, quoi. Eh bien voilà, ça y est. Je crois que le plus dur est fait. J'ai descendu l'escalier. Ce que le public ne soupçonne pas à travers cette caricature, ce sont l'estime et l'amitié qui lient ces deux artistes. Il était admiratif de Lynn parce que, déjà, longue carrière et tout. Elle, incontestablement, elle admirait Thierry par sa réussite si jeune, ce qui était quand même phénoménal. Elle en riait, elle disait c'est formidable, j'adore Thierry, qu'elle adorait d'ailleurs, qu'elle aimait beaucoup, mais il lui a fait un mal, elle le dit, quoi, il lui a fait un mal, elle était dévastée par ça. On connaissait un peu le milieu du spectacle, hein. On fait des grands sourires jusque-là avec un poignard dans le dos. Ce soir, oui, c'est l'anniversaire de Loulou. Je ne vous dirai pas son âge, mais je peux vous dire que les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Monsieur disait tout le temps, quand ils te font des trucs comme ça, au contraire, ils te font de la pub, je lui disais, monsieur. Je lui disais que c'était une forme de pub, lui. Les sketchs moqueurs de son ami l'ont-ils incité à prendre une décision compliquée? Ce 7 novembre 1979, Lynn Renaud met un terme à 20 années de revue. La dernière, c'était chargé de peine, d'électricité et de plaisir en même temps. Ça, c'était palpable. Le moment est venu de dire au revoir au Casino de Paris. 20 ans de meneuse de revue, c'est un très joli bail. Alors, je pense que ça suffit. Et puis, je voudrais me prouver à moi-même et à vous autres aussi, si vous le voulez bien, que j'ai encore d'autres cartes dans mon jeu. Et j'aimerais les jouer. Ce n'est qu'un au revoir, chère Lynn. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, chère Lynn. Ce n'est qu'un au revoir. Il est une carte qu'elle ne nomme pas ce soir-là, mais à laquelle elle pense déjà, la comédie. Et il lui faudra moins de 2 ans pour se retrouver sur la scène du Théâtre des Nouveautés à Paris et y incarner le rôle principal d'une pièce de boulevard, Folle Amanda. Et si elle s'amuse infiniment au théâtre, Lynn souhaite également rendre sa notoriété utile, s'investir dans une cause. Elle va se lancer dans un combat, celui de la lutte contre le sida. Alors, Madame Lynn Renaud, vous étiez la seule artiste française à participer à cette manifestation et vous avez, je crois, l'intention de faire un petit peu la même chose en France. Oui, parce que je pense que ce soir-là, à Hollywood, un grand pas a été accompli. C'était une solidarité qui s'est créée pour vaincre ensemble un effroi qui saisit toute une société, comme autrefois la lèpre. C'était une espèce de nébuleuse, on ne savait pas trop bien de quoi les gens étaient en train de mourir. Il y a eu des réactions très absurdes, hystériques, des gens qui voulaient même pas se toucher. Hein. Je me souviens encore de premières pages de journaux sur la peste gay. Il y a une psychose incroyable. Et on commence d'ailleurs, il y a des discriminations, des préjugés. Et je pense que dans cette histoire, c'est pas le problème d'un groupe. Nous sommes tous concernés. Elle y va à franco, quoi. Elle se lâche complètement sur un sujet que peu de gens connaissaient à l'époque. Elle savait qu'il y avait le même problème ici, qu'il fallait que les gens le prennent en sérieux et qu'il fallait s'organiser. Et comme elle voyait personne d'autre le faire vraiment, elle a pris la décision
pour le faire et continuer. Et vous avez envie de faire quelque chose maintenant en France? Oui, pourquoi pas aussi ici essayer de récolter des fonds en nous y mettant tous, toutes. J'ai déjà beaucoup d'amis on est prêts à faire des galas et puis surtout créer également ici, essayer d'effacer la peur. Madame Renaud, merci d'être venue en tête. Si le monde artistique soutient largement cet engagement, une partie des Français ne le comprend pas. Elle a reçu des lettres d'insultes et pendant longtemps. Hein. La majorité de la population estime Lynn Renaud comme une grande artiste, tout à fait respectable. Alors ils étaient probablement choqués qu'elle s'intéresse à des gens, pour eux, irrespectables. Ça a décuplé au contraire son engagement, puisque c'était malheureusement la triste démonstration que c'était très très nécessaire. Elle a vraiment affronté les gens qui étaient obscurantistes, qui rejetaient les autres, etc. Il n'y a aucun sectarisme chez Lynn. Elle est dans la vie, elle ne juge pas. Afin de débloquer des fonds, Lynn Renaud reprend l'idée d'organiser un gala de charité. Elle connaissait tellement de monde, dans le milieu politique comme dans le milieu artistique. Elle avait des entrées partout. Elle va puiser dans son carnet d'adresses, dans sa détermination, dans son culot. Elle a dû passer du temps au téléphone, hein, croyez-moi. Parce qu'il y a des moments, j'ai vu des matinées entières à pas le quitter. Hein. Allô, l'Élysée? Est-ce que je peux parler avec le président? Mais enfin, passez-moi l'ambassadeur des États-Unis. Et dès l'instant où vous l'avez au téléphone, vous êtes foutu, parce que là, Lynn vous attrape dans ses filets immédiatement. Elle a bousculé tout le monde avec son énergie, sa force de conviction, les arguments aussi. Sa force de persuasion est une arme redoutable. Le 25 novembre 1985, un très grand nombre de personnalités se retrouvent au Paradis Latin, à Paris. C'est la seule salle à l'époque qui est acceptée de recevoir ce gala. Ramène des gens qui sont déjà très engagés dans un combat réel et qui viennent en France appuyer la sœur française Lynn. Il y avait Elizabeth Taylor, Gregory Peck, tout le monde qui devait venir était là. Personne n'a refusé. Que le pouvoir politique commençait un peu tardivement d'ailleurs, à s'inquiéter de la situation. D'où l'engagement de Chirac et de quelques autres. En matière de lutte contre le sida, Lynn nous a fait gagner beaucoup de temps, c'est évident. Elle a fait gagner du temps également aux politiques, car elle les a un peu décomplexés sur ce sujet. On sentait là vraiment une ferveur. Il s'est passé quelque chose ce soir-là qui montrait que tout ce public qui était réuni pressentait quelque chose de dramatique. Sous le regard amical de Liz Taylor et de Jacques Chirac, Lynn Renaud mesure l'ampleur du combat qu'il reste à mener. En fin de soirée, Thierry Leluron apporte la recette du spectacle qu'il vient de jouer. Il est lui-même atteint par le virus. On devait être 4-5 dans le secret à peu près, parce que Thierry, d'abord, pensait que la maladie allait être stoppée et qu'il allait s'en sortir. 2 mois plus tard, l'imitateur met Lynn Renaud dans la confidence, en lui demandant de l'aide. Thierry Leluron en parle à Lynn en disant « Est-ce que tu crois que Chirac pourrait m'aider pour aller dans un endroit aux États-Unis en effet où lui pensait en tout cas qu'il y avait peut-être un traitement qui pourrait le sauver ?» C'était limité à un nombre de personnes extrêmement réduite. Donc Lynn en parle à Jacques, bien entendu. Et il appelle Ronald Reagan, qui lui est président des États-Unis. Et donc Reagan a dit « Écoute, je regarde ce que je peux faire ». Et puis il a rappelé en disant « Ok, c'est bon ». Et donc il a pu aller là-bas. On a essayé de cacher le plus possible, on a prétexté un voyage. On avait fait croire à un moment donné, pour essayer de brouiller un peu les pistes, qu'il partait chez Lynn. C'était très, 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 très proche. Lynn
plus que n'importe qui dans l'entourage de Thierry, avait compris que voilà, la maladie gagnait un peu tous les jours. Malgré ce traitement expérimental, l'humoriste se montre de plus en plus faible à son retour en France. Comme Thierry ne voulait pas mourir chez lui, il s'est installé au Crillon. La situation s'est vite dégradée. Les médecins ont limité beaucoup les visites. Mais bon, Lynn faisait partie des dernières personnes qui pouvaient le voir, quoi. Même moi, je l'ai vu relativement peu dans les derniers moments parce que c'était assez terrible, quoi. Il avait plus envie, il a plus la force. À la limite, Lynn comprenait plus facilement ce qu'était devenu Thierry que peut-être que ses parents ne le comprenaient. Il avait tout d'un coup une mère, plus proche de lui au quotidien de sa vie, de sa nouvelle vie. Donc ça, c'est possible que se soit installé effectivement un rapport presque, oui, filial. Le 13 novembre 1986, Thierry Leluron est emporté par la maladie. Il s'éteint à l'aube, à l'âge de 34 ans. Je le connaissais depuis qu'il avait 18 ans, quand il a débuté dans une émission qui s'appelait Les Jeux de la Chance. Oui. Et puis... Vous avez été sa cible tout de suite? Oui, Oui. c'est sa cible. Les gens nous croyaient désunis souvent parce qu'il était sévère avec moi. Mais en réalité, il m'appelait et il me disait « Assieds-toi, t'es assise ?» Je lui disais « Oui, écoute ce que je vais dire sur toi dans mon tour de chant. » Alors j'écoutais. Puis quelquefois, je riais beaucoup parce que c'était vraiment très drôle. Et puis quelquefois, je disais « Tu sais, tu vas loin, Thierry. » Cette disparition brutale lui donnera une nouvelle raison de se mobiliser contre le sida et de réunir des fonds pour faire avancer la recherche. Un combat qu'elle n'abandonnera jamais. En parallèle, il y a bien sûr son métier, dans lequel elle cherche encore et toujours à se réinventer. Après le music-hall, elle rêve, à plus de 60 ans, d'embrasser une carrière d'actrice de cinéma. Elle m'avait entreaperçu à Cannes et je sentais qu'elle me suivait pour essayer de nous accrocher. Et là, on s'est parlé. Elle m'a dit « Mais moi, j'aime tout le temps qu'on doit se voir. » Et moi, à l'époque, je m'occupais de Christophe Lambert, de Béatrice Dalle, Nathalie Baye. Je n'avais pas vraiment des gens de cette génération. Elle sait qu'elle rentre dans un métier dans lequel on ne va pas lui dire « Ah, vous êtes Lisandro, voilà les rôles. » Je sentais qu'elle était tellement drôle, puis séductrice. Hein. Elle a quelque chose du contact qui est incroyable. J'ai rarement vu ça. Hein. Le mot avide est un peu violent, mais elle veut faire des choses. Quand je suis rentré au bureau, j'ai dit, je n'ai pas dans mon catalogue son emploi, et je suis ravi de l'avoir, Lynn Renaud. Et je peux vous dire que, oh non, tu vas pas prendre Lynn Renaud. Ils n'ont pas dit ringard, mais ils ont dit, mais c'est has-been, qu'est-ce que tu vas faire d'elle? Je dis, je veux la faire travailler. Je sens que cette femme, elle a un truc, elle a une empathie. On m'a dit ça quand même. Son agent réussit à lui décrocher quelques seconds rôles au cinéma. Mais il faut du temps pour susciter le désir des réalisateurs. La comédienne continue donc de se concentrer sur ce qui l'anime depuis une dizaine d'années, le théâtre. Tu leur donnes tout et ils en veulent encore. Non, laisse. C'est très mauvais pour mon ego, mais c'est tellement bon. T'as vu? Au début, j'ai eu un peu de mal. Mais après, je les ai pris en force et je les ai plus lâchés. J'ai vu la représentation des coulisses. Vous avez été superbe. Qu'est-ce que je leur ai mis? Elle a encore du tonus, la vieille. Lynn avait un abattage un peu à la Maillan ou à la Marthe Mercadier, quelque chose, personnage très fort. Elle adore jouer tous les soirs, le public en direct. Elle adore ce métier. Vous ne vous changez pas maintenant, j'imagine. Non, ça garde encore un peu. Tu vois, une autre comédienne aurait abusé de la situation pour arracher un salut de plus. Moi non, j'ai le triomphe modeste. C'est le moins qu'on puisse dire. Molière, déjà venu relever les compteurs? Eh bien, rassure-toi, je t'ai encore fait le plein. Elle était formidable dans la pièce. J'avais demandé à Dominique Besnéard de m'obtenir une entrée dans sa loge après la pièce. J'arrive dans la loge
Et elle était en jean et pullover, en V, bleu marine ou noir. Et elle avait pris une douche. Et elle avait les cheveux mouillés sur la tête, coiffés en arrière. Ça y est, j'étais convaincue, quoi. C'était elle que je voulais, personne d'autre. Claire Denis, c'est aussi quelqu'un, même si elle fait un cinéma très élaboré, très pointu, elle aime les acteurs. Hein. Claire Denis imagine Lynn Renaud dans le rôle d'une directrice d'hôtel qui héberge sans le savoir un tueur en série. On parle du scénario. Et elle me dit, alors qui va jouer ma mère? Je lui dis, Lynn, je sais pas. Encore. Faut que je trouve. Et on était dans les bureaux de Lynn. Et sa mère était là, Simone. C'est quelqu'un qui était très présente, mais à la fois très discrète. Comme ça, dans un coin, en train d'écrire, en train de téléphoner. À 94 ans, elle te sortait, quel que soit le nom, même de quelqu'un qui n'était pas du tout un intime, ou comme une mitraillette, le bon numéro de téléphone, alors que Lynn elle-même ne s'en souvenait pas. C'est vraiment la fusion. Elle était, je dirais presque très accro de sa maman et vice-versa, quoi. Je les vois toutes les deux, mais la gorge déployée, mais rire, mais pleurer. Simone qui disait arrête, arrête, comme deux copines. Elle s'était dit non, maman, arrête. C'était très, très joli à voir, le rapport. Simone répond au téléphone et je l'entends parler anglais. Je lui dis, Lynn, ça serait formidable si Simone jouait dans le film aussi. I'm sorry, my English is not good. Laisse maman, je vais m'occuper d'eux. Hello, how are you? You want a room? Simone restait à la réception et il y avait des vrais clients qui arrivaient, elle leur donnait leurs clés. Ça mettait Lynn en joie. Maman? Oui? Tu peux aller te coucher maintenant? Non, j'ai pas sommeil. Elle veut pas en perdre une miette. Dis donc, tu descends bien, toi, hein? C'est mes histoires. Je sais ce qui te fait rire, je le sais. C'est mes histoires de mecs, hein? Oui, c'est bien les histoires de mecs. Lynn est devenue la lumière du film. C'était elle qui donnait le tempo tout le temps. Elle est rentrée dans le film comme chez elle. Allez, t'arrêtes de boire, hein, ça suffit. Dis donc, tu danses quelquefois? Chaque soir, après le tournage, Lynn Renaud rentre à la Jonchère. Elle veut absolument être présente pour son mari qui, à 85 ans, se montre de plus en plus fragilisé. Loulou était une préoccupation constante pour Lynn. Une priorité pour elle. Dans la nuit, elle venait. Le matin, au bon matin, elle était là. Elle était très, très présente. Elle est en même temps sa femme, sa mère, son amie, sa confidente, son infirmière. Quand Loulou a commencé un peu à baisser, il n'y a jamais la notion de sacrifice. C'est l'amour qui continue, le même, intact. Ça prend la place que ça doit prendre. Parfois, elle sortait les guitares sur la terrasse pour qu'il les voie. Sa collection de guitares, peut-être pas toutes, du reste. C'était toujours son plaisir. Pendant les derniers temps où on sentait quand même la fatigue, on sentait le poids de la maladie qui commençait un peu à peser sur lui, mais l'arrivée de Lynn, ça enlevait tout. Ça le transformait. Au soir du 7 janvier 1995, Lynn Renaud veille sur Loulou. Elle s'allonge à ses côtés et pose sa tête sur son épaule. Elle lui a chanté en italien, elle lui a chanté beaucoup de chansons à l'oreille, donc elle l'a accompagné complètement. Son apaisement à lui, c'était ni des médicaments ni rien. Son apaisement, c'était les chansons de Lynn, ils étaient tous les deux seuls au monde. Un reflet de soleil dans tes cheveux dorés. Je chantais comme il aime. Il disait chante sur le souffle. Alors je faisais ça dans son oreille. Il est parti avec les chansons qu'il aimait.
Au petit matin, l'homme qui a lancé et accompagné la carrière de Lynn Renault s'éteint à l'âge de 86 ans. Elle perd cet être si cher, ce mentor qui l'a faite, qui l'a accompagnée. Tout d'un coup, il part. C'est quelque chose qui est très, très dur et très douloureux pour elle. J'oublie pas son chagrin et on sent dans ce chagrin aussi l'immense fatigue qu'on a quand on a amené jusqu'au bout quelqu'un de malade qui souffrait. 4 ans plus tard, le 22 juin 1999, sa mère disparaît à son tour. Malgré le temps qui passe, Lynn poursuit sa carrière. Elle s'installe en tête du box-office au cinéma avec Bienvenue chez les Ch'tis en 2008. On la retrouve également dans plusieurs fictions à la télévision. Et puis il y a sa famille de cœur, les amis, les visiteurs de son petit paradis de Rueil-Malmaison. Combien d'artistes sont venus ici se confier, et c'est bien souvent la patronne qui ressource les uns et les autres. Une famille de cœur également composée de ceux qui l'accompagnent au quotidien. Elle est dans une maison qui oblige à avoir du personnel, qui est un peu sa famille du coup. Ici, à la Jonchère, c'est avec Madame Gasté qu'on vit, en famille. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi des petites chamailleries, comme je dirais, dans une famille. Ma période, moi, c'est le soir à son coucher. J'adore la cajoler. Et là, on se parle le soir. Elle s'intéresse à vous. Elle s'intéresse vraiment à la personne. À cette grande maison qu'elle aurait pu quitter après la disparition de son mari, Lynn Renault décide finalement d'ajouter de nouvelles dépendances. C'est une auberge. Vous pouvez y aller pour dîner à 3-4 ou déjeuner. Il peut y avoir 15 personnes. C'est toujours un endroit authentique, chaleureux, fraternel. On y rit beaucoup. Lynn veut que ceux qui viennent soient heureux. Et parmi ceux qu'elle aime rendre heureux, il y a ses enfants de cœur. De temps en temps, je dis « Allô, maman chérie », puis je pense à la mienne, je dis « Mais ça fait, elle doit être d'accord, tout va bien, allez ». Bon, mais c'est pas par hasard qu'on est dans cette relation, parce qu'on a suffisamment de points communs pour... on est vraiment famille, quoi. On est famille comme on n'est parfois pas famille avec quelqu'un de sa propre famille. On rigole toujours avec c'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma mère, mais la vérité de la femme Lynn Renault, c'est qu'elle n'aura pas eu d'enfant et que elle aurait été une maman exceptionnelle. Lynn a joué un rôle absolument fondamental pour moi. Elle est pour beaucoup dans ce que je suis comme femme aujourd'hui. C'est ces deux vraies filles. Et je sais que s'il arrivait quelque chose, c'est tout de suite ces deux personnes qu'on doit prévenir. Plus récemment, un garçon du Nord, comme elle, est entré dans son cercle intime. Et cela à l'issue du tournage du film Bienvenue chez les Ch'tis. Quand j'écris pour Lynn Renault, ouais. Oui. Qui d'autre pour jouer ma mère? À part ma mère, mais elle veut pas faire de cinéma. Pour moi, c'est obligatoirement Lynn. Oui, c'est Lynn, ouais. Dany dit souvent que c'est sa deuxième maman, mais c'est très sincère. Ce petit gars d'Armentières, c'est un peu elle au masculin, quoi. Il y a aussi une identification de l'un envers l'autre. Des fois, je suis débordé, je rappelle pas ma mère. Ma mère appelle Lynn en disant « Il m'a pas rappelé Daniel ». Lynn m'appelle en disant « Dis donc, tu rappelles ta mère ?» 9 ans après le triomphe de Bienvenue chez les Ch'tis, le film qui a totalisé 20 millions de spectateurs français, le réalisateur Danny Boone demande à Lynn Renault d'incarner à nouveau sa mère. Le tournage de La Ch'ti de famille débute à l'été 2017. Tu t'avances de la maison, alors le chemin il est un peu long. Oui, et je dis des choses à Joseph, Joseph, ton cœur. Ouais, Joseph, ton cœur, ouais. Quand c'est écrit. Joseph, Elle vit le premier jour de tournage comme si c'était le premier de toute sa carrière.
Comme si c'était la première fois qu'elle tournait dans un film, comme si toute sa carrière était en jeu ce jour-là, ce moment-là. Tous les matins, elle repart à zéro. Il faut tout reconstruire. Rien n'est jamais acquis. À 90 ans, on pourrait se dire, avec tout ce qu'elle a fait, maintenant, voilà. Non, pas du tout. Elle est toujours, oui, toujours à douter. Ok, allons à la maison, faire ce plat sur ligne. Et... Non, Joseph, non! Coupé. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu veux bien refaire une Je t'ai vu baisser le regard quand tu sors du champ. T'as baissé le regard. Ah, j'ai baissé. Alors, faut t'étais pas, faut encore pas. dans le champ. Mais c'était vachement bien, ça. Ah, quand je suis sortie, oui. Lynn est une travailleuse comme je n'en ai jamais vu. Elle travaille pendant des heures, jour et nuit, pour apprendre, pour répéter, pour comprendre, pour ressentir. Enfin, je veux dire, c'est un bourreau de travail. Lynn connaît son texte au cordeau. C'est-à-dire que metteur en scène peut couper des phrases, lui rajouter des choses. Il n'y a aucun problème avec ça. Elle est prête. La rigueur qu'exigeait son mari à ses débuts a laissé quelques traces. La comédienne surveille de très près tout ce qui touche à son image. Elle va être inquiète pour la lumière. Si la lumière n'est pas sur elle, elle va dire non, mettez plutôt votre lumière là, plutôt de face, pas de haut parce que ça va me faire des cernes. Est-ce que je me tiens droite? Est-ce que je suis pas avachie dans ce fauteuil? Lynn avait une doublure qui était là pour, quand on fait la lumière, quand on répète, les déplacements de caméra, tout ça. Et Lynn arrivait, elle disait « Non, laisse, je vais le faire. Laisse. Ça va aller, je peux le faire, je suis pas fatigué. » Cette doublure n'a jamais travaillé de tout le tournage. Tu viens d'entendre? Ouais, c'est fin de journée. Fin de journée. Bravo, Lynn, c'est génial. Quand Danny Boone lui a proposé ses rôles, je pense que ça lui permettait justement de retrouver ses racines. C'est quelqu'un dont les gens du Nord sont très fiers. Cette petite fille du Nord qui a réussi, c'est quelque chose d'inespéré, d'incroyable. La boucle est bouclée. Elle est partie du Nord, elle est partie en Amérique faire des revues, et elle revient au Nord. Là, c'est merveilleux. Bravo, ma chérie. C'est génial. Depuis le début de sa carrière, il y a 70 ans, du côté d'Armentières, l'envie d'occuper le devant de la scène est intacte. Un mois avant la fin de quelque chose, elle est déjà en train de chercher autre chose. En train de se dire, bon, alors, il faut que je trouve, qui je pourrais appeler. Ah, va se réveiller. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais pas quoi faire de moi. C'est ce qu'elle va me dire. Je sais pas quoi faire de moi. Travailler pour une personne comme Lynn, dépasser la fatigue, la douleur, c'est vivre. Elle n'est pas rassasiée et alors pas blasée du tout, quoi. En attendant la concrétisation de nouveaux projets, Lynn Renaud maintient le lien avec son public. Parfois, j'ai des sacs énormes. On passe un week-end, 2 week-ends, parfois plus, à répondre aux courriers. Elle n'a pas fait préimprimer à une phrase et puis juste signer en bas ou met juste amicalement. Elle a lu chaque lettre et elle a répondu personnellement à chaque lettre. Il faut le savoir, ça n'existe pas. Chère Evelyne, merci pour vos compliments. Très touchée. C'est pas quelqu'un qui se comporte en vedette avec les gens. Elle sait d'où elle vient, elle connaît ses racines modestes, elle a eu cette éducation où on respecte l'autre. Permettez-nous de vous embrasser chaleureusement, en nos noms et aussi au nom de nos 2 familles. Elle aime les histoires personnelles. Et elle connaît la vie des enfants, des petits-enfants, parfois des arrière-petits-enfants. Quand ils déménagent, ils envoient à Lynn des photos de leur nouvelle maison. C'est quelqu'un de leur famille, profondément. C'est mignon. Ça l'aide à comprendre ce qu'aime le public en elle, quelle facette de sa carrière, quel rôle il préfère. Ça influe indéniablement sur ses choix. C'est-à-dire que son métier, à elle, c'est Lynn Renaud. C'est 2 personnes distinctes. Il y a Jacqueline et il y a Lynn Renaud. Souvent, elle dit « bon, je vais mettre en Lynn Renaud ». Elle est aussi dans le coup parce qu'elle sait ce qui se passe. Mais c'est quoi ça? J'en ai pas. Ah bon? C'est bien? Ça joue encore? Ça m'a touchée.
Je vous prendrai bien comme maman. Je vous prendrai bien comme maman. Elle est beaucoup plus jeune. Elle rigole comme une enfant, comme une baleine. Elle est morte de rire. Elle a des larmes plein les yeux. Elle a 12 ans. Ouais, 12-13 ans. Elle m'a demandé si, quand elle travaillera plus, ce à quoi je ne crois pas, puisque je suis persuadé qu'elle travaillera jusqu'au bout, elle m'a demandé si je serais prêt à lui donner des cours de littérature. Elle fait les choses comme si elle allait vivre 2000 ans. On la regarde, on se dit waouh, ça fait du bien, c'est du soleil. C'est un soleil, Lynn. Et puis alors vieillir, c'est ça. C'est de l'espoir, ça elle nous le donne, ça malgré elle. C'est ça qui fait qu'il faut qu'elle vive longtemps, parce qu'on a besoin de ça. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Elle nous dit que c'est possible. Lynn, elle nous dit que c'est possible. Elle est belle, intense, cette histoire, et elle reste un soleil, l'espoir. Voilà le message de celles et ceux qui la connaissent. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, Laurent. Merci d'être avec nous ce soir. Elle a raison, Muriel Robert, elle vient de le dire dans le documentaire. Cela fait des années que vous nous dites que c'est possible, que le temps passe, mais qu'on peut toujours avancer, vivre. Non seulement vivre, mais encore passer par des premières fois. C'est ça aussi, cette idée du moteur qui se régénère à chaque fois chez vous. C'est qu'on a l'impression que vous vous mettez toujours dans une dimension d'un nouveau départ. C'est une façon toujours de rebondir. Je ne sais pas si dans une question j'avais « est-ce que je suis déprimée quelquefois ?» Bien sûr que ça m'arrive d'être déprimée, mais il y a quelque chose en moi que je ne sais pas définir, qui est comme un choc électrique. Je rebondis. Parce que c'est une force en moi. Je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est là. On va essayer de comprendre peut-être d'où elle vient. Vous vous couchez toujours aussi tard? Toujours aussi tard, oui. C'est quoi, 2-3 heures du matin? 3 heures du matin, oui. Mais je peux me mettre au lit à 11h30, 10h, à 3 heures du matin. Là, je commence à m'endormir. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est le travail. Vous travaillez énormément, on l'entend dans le film et dans le documentaire, les uns et les autres ne cessent de répéter, elle connaît son texte sur le bout des doigts, une doublure, ça sert absolument à rien, Danny Boone, il nous le dit. Il a payé une doublure sur la production du dernier film, elle n'a servi à rien, elle est restée dans la caravane. Puis en plus, ça me fait de la peine, parce que la femme qui me double est forcément une femme un peu âgée. Et je la regarde et je vois, j'ai dit, mon Dieu, elle est debout là depuis 20 minutes. Je vais aller la remplacer. Je vais remplacer ma doublure. Qu'est-ce qui vous pousse finalement à travailler, à toujours aller de l'avant comme ça? C'est quoi? C'est échapper au vertige potentiel que pourrait être une vie moins remplie? C'est l'idée d'être toujours à se fixer des défis depuis des années? Oui, un peu tout ça? Je pense que j'aime le risque, j'ai le goût du risque, le challenge, et puis surtout que je suis incapable de rester sans rien faire. Oui, vous dites « je ne sais pas quoi faire de moi ». Ça, c'est la phrase que vos proches entendent quelquefois. Qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas quoi faire de moi. Oui. Vous trouvez souvent, assez vite, ce que vous avez à faire. Mais oui, parce qu'une fois que j'ai visité mes roses, que j'ai lu tel livre, lu un autre livre, je vais être là le matin et attendre que le soir arrive pour aller me coucher et sans rien faire. C'est souvent ça la vie d'artiste. C'est impossible. Cette attente. La vie d'artiste, c'est attendre que quelqu'un vienne, le désir, voilà. Et vous l'avez souvent anticipé en disant « faut activer les choses, faut que ça avance ». Oui, oui, c'est ça. Je dois faire quelque chose. C'est un besoin, c'est une survie. On va faire un petit tour, allez, en arrière. On va repartir en 1970. À cette époque-là, Jacques Chancel, grand personnage, vous pose une question. 2 juillet 1928, comme moi. Comme vous. Oui. 1970, il vous pose cette question. Qui est véritablement Lynn Renaud? Ça n'est pas un personnage fabriqué. Ah, sûrement pas. Si c'est fabriqué, je me suis fabriquée. Moi-même, mais ça a pris du temps. Je ne me suis pas fabriqué. Si je me suis fabriqué, ça a pris du temps. On entend dans le film parfois cette phrase « Bon, je vais me mettre en Lynn Renaud ». Ça veut dire quoi? Il y a toujours aujourd'hui Jacqueline,
et Lynn, c'est deux personnages Non. séparés ou c'est la même personne? Non, c'est la même personne. Mais je ne suis pas quelqu'un de fabriqué. Je suis tel que je suis, d'ailleurs. Et c'est peut-être d'être ça qui a fait que je suis un personnage. C'est une chose très claire avec Loulou et moi au début. Loulou me disait, par exemple, dans tel endroit, ne sois pas... Snob-les un peu, ces gens-là, snob-les un peu. J'ai dit, Loulou, je n'entre pas. Je serai ces gens-là comme je suis là. Alors, ils me prennent comme je suis ou ils ne me prennent pas. Mais je ne changerai pas. Et je sortais de scène quand on faisait le tour de chant en tournée. J'étais en nage. Le public attendait. Je n'aime pas faire attendre le public le temps qu'on me refasse un brushing. Je tirais tous mes cheveux en arrière. Et Loulou me disait, ne va pas les voir comme ça. Tu vas enlever le rêve. Parce qu'il avait besoin quand même de façonner quelque chose, Loulou. De créer quand même quelque chose. Oui, et de ne pas montrer le travail. Et encore là, je me montrais, je tirais les cheveux. J'ai dit, si le public m'aime avant, il m'aimera maintenant aussi, après, en ayant travaillé. Ça veut dire que la petite fille que l'on surnommait Gazouille, oui. C'est ça? Oui. Elle est toujours là en vous, elle résonne encore. Il n'était pas question d'oublier cette enfance-là, cette histoire-là, les origines. Je tiens à mes racines. Je viens d'une famille très modeste. Oui. On habitait dans les corons. Mon arrière-grand-mère, quand on allait se coucher, elle me disait « on a réussi ». Encore un jour où on n'a eu ni froid, ni faim. Je ne peux pas renier ça. Au contraire, je vais vous dire, c'est retourner là-bas. À chaque fois, pour moi, c'est une source à nouveau d'inspiration. Ces souvenirs qu'on vient de là, l'estaminet, là où je suce mon pouce, c'est ma grand-mère à gauche, ma mère, et puis probablement des clients de l'estaminet. Et quand je reviens là-bas, je passe devant ce coin, c'est envie de pleurer, quoi. Parce que normalement, on ne part pas de là. On ne part pas. Vous avez eu l'intuition, à un moment donné, qu'il fallait quitter cet endroit, qu'il fallait partir, qu'il fallait rompre. Cette rupture avec ce milieu, elle était nécessaire pour aller conquérir quelque chose? Vous avez compris cela en vous, là-bas? C'est simplement l'instinct. Je regardais mon coron, j'aimais mon coron, et la frontière belge un peu plus loin, et je disais à ma mère, paraît-il, c'est ma mère qui me le disait, il y a sûrement quelque chose de mieux ailleurs. Tout en aimant ce coron. Et pour moi, je crois que ce qu'il y avait de mieux ailleurs, c'était Paris. Parce qu'à l'école, tous mes dessins d'enfants étaient l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, tout ça entouré de drapeaux bleu, blanc, rouge. Mon rêve, c'était Paris. Mais on n'avait pas l'argent pour aller à Lille. Alors c'est le genre de rêve impossible. Un rêve impossible qui s'est concrétisé au fil des années. Cette rupture avec votre milieu, est-ce que ça a été à l'origine d'une forme d'incompréhension avec votre père? Quand il vient à Rueil-Malmaison, il ne se sent pas complètement à l'aise? Qu'est-ce qui se passe? J'en parle pas trop de mon père parce que je pense qu'il n'a pas été un bon père. Et toute ma première enfance, disons, jusqu'à 10 ans, j'ai des souvenirs d'un père un peu clown. Oui, la fanfare. La fanfare, jouant le piston ou la trompette dans la fanfare. La blague de la journée, il fallait qu'il trouve une blague pour le coron. Puis est arrivée la guerre. Et pendant la guerre, ma mère n'avait pas de nouvelles, on ne savait pas où il était, donc ma mère se laissait dépérir. Et autour de ma mère, tout le village, pour que Simone ne se laisse pas mourir parce qu'elle ne trouve pas son mari, on va aller lui dire la vérité. Même ma grand-mère s'y est mise. Et là, je n'étais pas là. Je revenais de l'école. Sur la plage, j'entendais des hurlements. C'était la voix de ma mère. On aurait dit une louve en... Je ne sais pas comment c'était des hurlements. Cette vérité de la double vie. Oui. Et alors là, on annonce que mon père a toujours eu une double vie. Tout le village le savait.
Et que le petit garçon avec qui je jouais était mon demi-frère. Alors là, mon père était en prison, là-bas, en Allemagne. Ma mère a écrit qu'elle enverrait des colis, mais que c'était fini. Et donc, là, c'était un choc. J'ai réalisé que mon père n'avait pas été bien parce qu'il avait rendu ma mère... j'ai failli perdre ma mère. Il paraît que vous croyez aux signes que vos proches vous envoient. Loulou Gastet, votre Pygmalion, votre mère, vous leur parlez encore parfois? Ils vous envoient des signes? Les signes, il faut les voir. Loulou, quand il voyait un épervier à l'horizon, il dit « Vite, mes jumelles !» Oh là là, l'épervier, au moins 1 mètre d'envergure, fasciné. Et cet épervier n'est jamais passé au-dessus de la maison, l'horizon, la ligne d'horizon, entre 2 arbres. Un jour, je reçois, après le départ de Loulou, quelqu'un à la maison que Loulou n'aimait pas spécialement, mais qui venait chaque année chez nous. Et donc, Loulou devait savoir que cette personne viendrait et que lui ne serait plus là. La première fois que le monsieur revient à la maison, l'épervier, et là, l'épervier passe juste au-dessus de nous. Jamais ça n'était arrivé. Donc, Loulou a dit « Je suis là ». C'est tous les jours de ma vie, j'ai un signe de Loulou. Tous les jours. Qu'est-ce qu'il vous a appris, essentiellement, au-delà de l'amour qu'on entend et qui résonne encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait que votre vie a basculé à ce moment-là? Eh bien, quand Loulou m'a prise en main, il m'a appris le temps, le contretemps, la syncope, il m'a appris le rythme, balancer le rythme. Ensuite, il m'a dit la danse. J'ai dit, mais je ne suis pas venue pour être danseuse. Mais je ne veux pas une danseuse, je veux une chanteuse qui bouge bien. Et tout ça m'a servi après, en Amérique, le rythme, d'avoir appris la danse. Justement, l'Amérique, direction Las Vegas, où vous avez inauguré en 2017 cette rue qui porte votre nom avec beaucoup d'émotion. On l'a vu dans le document. On peut parler un peu de ces années Las Vegas. On pensait que ces années, elles avaient été uniquement glamour, elles n'ont pas toujours été. Ça a été aussi compliqué, les années Las Vegas, au début. Très compliqué. Ouais. D'abord parce que je n'étais jamais partie de chez moi aussi longtemps. Avant de m'y faire à Vegas, ça m'a pris 8 mois. Vous dites même, je crois, que vous avez eu un problème à l'époque avec l'alcool, que c'était compliqué, que vous aviez on boit beaucoup là-bas. Si on ne les suit pas, on semble qu'on n'est plus. On est à côté. Tiens, je bois un bon coup là. C'est du champagne. On voit ces images, elles sont assez incroyables quand on les découvre. Là, c'est la première fois. Ça, je commence à aller mieux, je crois. Ouais. Il y avait ce berger allemand. J'ai acheté Nounouche. Nounouche, la voilà. Il y avait Nounouche. J'allais avec ma voiture et Nounouche, je pleurais et Nounouche me léchait les larmes. Mais puis d'un seul coup, il y a eu le déclic avec... J'ai pris une décision, encore une fois. Je ne vais pas rester comme ça tout le temps. Je vais aimer. Il y a des personnes, je vais les rencontrer. Il n'y a pas que des danseurs, des danseuses ou show business. Et quand je me suis mise à rentrer dans la vie de Vegas, alors tout a changé. On revient juste sur cette image. Là, c'est votre bateau, à l'époque. Vous l'avez baptisé comment, ce bateau? Le France. Il était tout le temps en panne. Tout le temps. Et là, je crois que j'emmène Jean-Claude Brialy qui était venu me rendre visite. C'est sur le lac Mead. Non, là, vraiment, tout ça, c'est 8 mois après. Quand j'ai dit, je ne peux pas rester comme ça, le run of the show, tout me manquait. On me parlait d'une choucroute, je pleurais. Alors, si on évoquait l'Istaminet ou si on évoquait Armentières, ça doit être compliqué. C'était possible. Les pilotes d'Air France m'apportaient du camembert. Las Vegas, vous avez fait une rencontre importante, rencontre amoureuse, celle de Ned Jacobson. Un homme d'affaires de Baltimore, c'est ça? On le voit avec vous, là. Vous disiez que ce n'était pas mon type d'homme, mais c'était un génie. C'était un génie. Il me fascinait. Il me fascinait. Et donc, je le dis, je l'ai écrit dans le livre Et mes secrets aussi, surtout pour les femmes. Parce que mon histoire avec Loulou, c'est la plus forte. Elle est toujours là. C'est indestructible. Je pense à Loulou tous les jours. Je parle
Je pense à Nat quand je vais à Vegas, mais il n'est pas dans mes pensées. Vous dites c'était ma part d'inattendu et d'irrationnel. Oui, Ned Jacobson. C'était inattendu. Mais si c'était à refaire, Ouais, je revivrais la même chose. exactement. Parce qu'il faut connaître ça une fois dans sa vie. 2 hommes forts, importants dans cette vie. Ça a été une vie passionnante qui vous a enlevé une chose, la vie de famille. L'idée d'avoir des enfants. Vous l'avez évoqué déjà, cette question-là. Ça a été quoi? Une blessure? Quelque chose qui fait que vous avez transféré ça avec d'autres par la suite? On va en parler justement. Moi, j'ai eu une fausse couche, un avortement mal fait. J'ai frôlé la septicémie. Et donc, ça m'a marqué, ça. C'est la chose qui, jeune, m'a probablement fait le plus de mal. Et voilà. Ce manque, vous l'avez... Et vous avez fini par peut-être pas le mot exact et compenser, mais en tout cas remplir une partie de votre vie avec des rencontres. Vous avez eu en quelque sorte plein d'enfants. Quand on entend aujourd'hui Claude Chirac parler, Muriel Robin, les unes, les autres, elle est là, votre famille? Complètement. Mais on a des rapports. Bon, j'ai pas eu le mal de les élever, mais j'aurais bien aimé. Mais ce sont vraiment mes filles. Il y a, disons que l'aînée, c'est Claude, parce qu'elle est arrivée la première, elle avait 15 ans. Et Muriel est entrée dans ma vie un peu plus tard, en 98, vraiment. Elle a fait partie de la famille Loulou, ma maman, tout ça. Une maman bis avec Claude Chirac, avec Muriel Robin, et puis une marraine pour un garçon. Un jeune garçon qui s'appelle Jean-Philippe Smet, devenu Johnny Hallyday. Vous allez être sa marraine. Vous avez eu des mots incroyables lors de ces obsèques. Mon Johnny, tu avais 16 ans, j'en avais 32. C'était en avril 1960. 57 ans sont passés. Je ne peux pas croire être dans cette situation. Tu vois, le destin en a voulu autrement, mais le contraire eût été plus logique. Je le pense sincèrement. On a tous été profondément touchés par ces mots. Il a été, comme elles ont été un peu vos filles, un peu votre bonhomme. Et c'est vraiment la famille, comme un enfant. C'était un enfant. Et il est resté, c'est toujours dans la tête, un enfant de Johnny. C'est ce que vous ressentiez à chaque fois que vous le voyez, à chaque fois que vous parliez avec lui, parce qu'il a eu aussi, lui, des hauts et des bas et des moments compliqués, et il a rebondi, et il est remonté sur scène, et il a refait des spectacles, et il est devenu ce héros, cette icône nationale. Écoutez, quand il est entré dans le studio, je voyais quelqu'un de différent. J'étais sûre que ce serait une star, mais je n'ai jamais imaginé une carrière à ce point-là. Et puis, j'ajouterais une autre famille. Oui. Parce que vous avez eu un combat depuis des années, justement, contre le sida. La première rencontre avec la maladie, c'est aux États-Unis. Oui, à Los Angeles, en 84, en 85. À l'époque, les compagnies aériennes, quand Rock Hudson veut prendre l'avion, on ne veut pas lui. Oui. C'est ça le sida à l'époque. À l'époque, c'est ça. À l'époque, le sida, c'est les enfants hémophiles chassés des écoles. Oui. Et c'était ça qu'on voyait à la télévision américaine, cette panique générale, les gens qui ne se serraient plus la main. Parce qu'aux États-Unis, les autorités ne faisaient rien, parce qu'en France, à l'époque, de manière identique, on était en face d'un grand vide. C'était ça, c'était votre crainte. Les politiciens, pas un mot. Amérique, pareil. Hein. Reagan, jamais dit le mot aide, jamais. Jacques Chirac, vous lui dites quoi? Vous lui expliquez, vous lui dites qu'il y a quelque chose à faire, c'est important. Alors lui, Bernadette et Jacques ont marché tout de suite. Ils m'ont mis en rapport avec Michel Barzac, qui a été ministre de la Santé de l'époque. Formidable avec nous. Là, j'ai reçu de l'aide. Vous ne les avez pas oubliées, les lettres d'insultes, parce que vous avez reçu ces lettres. En lançant ce combat, vous n'aviez pas imaginé que vous pouviez recevoir des lettres comme ça chez vous? J'ai reçu 1 an des lettres d'insultes. Laissez-les mourir. Ils l'ont cherché, laissez-les mourir. Au bout d'1 an, ça s'est terminé. Quand on a pu me faire comprendre, essayer d'avoir des émissions pour expliquer que... Voilà. Et au bout d'1 an, je n'ai plus jamais reçu de lettres d'insultes. Au contraire, au contraire. Ce combat, ce travail que vous avez fait, les chercheurs, les scientifiques, les récoltes d'argent, ça a porté ses fruits.
Ça ne veut pas dire que le combat est terminé. Le combat n'est pas terminé. Parce Notamment pour les il y a jeunes encore générations. 7000 contaminations nouvelles chez les jeunes par an. Il y a encore, je sais plus combien de morts de jeunes par an dans le monde. 2 millions de jeunes qui meurent dans le monde par an. On connaît finalement la Line Renaud qui est aujourd'hui cette grand-mère bienveillante et tout ça. On entend dans le document et on comprend que pour ce genre de combat, que pour votre carrière, vous avez été, alors les mots je les ai retenus, hein, machine de guerre pour Muriel Robin, un bulldozer, une femme d'influence, de réseau. Vous les avez tous mis dans votre poche, les politiques. Non, je ne suis pas une femme d'influence, je suis un bulldozer. Un bulldozer. Ça, oui. Ça, le bulldozer, je suis jusqu'au boutiste. Voilà. Il faut Mais savoir une les femme persuader, d'influence, il faut savoir les je persuader, peux- les hommes politiques quand même. Il faut savoir leur dire les choses. Je suis une femme d'influence, si vous voulez, je peux l'être pour une cause. Oui, ça a été le cas. Voilà, pour une cause, je peux l'être. Quand vous regardez, Line, cette carrière, cette histoire, ce parcours, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans tout ce parcours, dans toute cette histoire? La chanteuse, la meneuse de revue, l'engagement pour le sida, la comédienne, le théâtre, aujourd'hui le cinéma. C'est l'ensemble du puzzle. Oui, c'est l'ensemble du parcours. Je ne serais pas fière maintenant de mener une revue. Par contre, je serais très heureuse de recommencer une pièce de théâtre. C'est-à-dire, il y a des choses qui correspondent à votre âge. Et je n'ai plus envie non plus de chanter. C'est plus une priorité. Non, je suis bien à cet âge-là de jouer, pouvoir jouer les mères, les grands-mères, les arrière-grands-mères. Surtout la chance d'avoir la mémoire, C'est d'apprendre incroyable. vite. Vous sortez des dates qui sortent de nulle part, vous vous souvenez des prénoms de tout le monde. C'est dingue, cette mémoire qui est toujours aussi vive et intense. C'est celle de ma mère. En fait, l'idée de Line Renaud de ne rien faire, ça n'existe pas. J'ai toujours cherché les reconversions. Dès mes débuts, j'avais à peine la cabane au Canada, je disais qu'est-ce que je vais faire après. Alors, ça sera quoi la prochaine première fois? La Il y prochaine, a encore des premières fois, peut-être encore à Ah oui. inventer, à réinventer. La prochaine première fois, c'est que je vais vraiment m'occuper de mon fonds de dotation Line Renaud Loulou Gasset. Je l'ai monté maintenant et je vais m'occuper de ça. Merci Line Renaud d'être venue nous voir. Merci Line, c'était un vrai plaisir de refeuilleter cet album avec vous. Il y a encore tellement de chapitres à écrire. Merci Laurent. On va les vivre avec vous. Merci, Merci. d'être ce soleil pour nous tous. Merci Laurent, merci beaucoup. À bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour un destin. Passez une très très belle fin de soirée.